Alors Christophe, avant de passer à la réalisation de film, il a eu survie. Quand même. Il a été responsable de la communication d'une grande marque de matériel de montagne. Parce que c'est pas un Z. Il y a un Z. Tu as été également rédacteur en chef de Montagne Magazine. Puis tu as présidé à la vie des éditions Guérin pendant quelques années. Et oui, et c'est dans ce cadre d'ailleurs, parce que c'est assez. On est en famille là quand même. Dans ce cadre qu'on avait réalisé, enfin édité le livre écrit par Claude sur le groupe militaire de Haute-Montagne, qui est d'ailleurs présent là. Lorraine Afanassieff est gentiment venue nous apporter quelques livres. Et voilà, si vous souhaitez après avoir un exemplaire dédicacé, c'est assez rare que Claude accepte de dédicacer. En général, il refuse ou alors il demande beaucoup d'argent. Mais là, je crois que il est de bonne constitution. Il a dit qu'il ferait quelques signatures gracieusement. Ouais, il faut surtout que ce soit les membres du groupe qui signent. C'est le l'histoire du livre. Alors, Christophe, on a compris que tu avais quand même une certaine expérience dans la vie des alpinistes. On est quand même en face d'une équipe qui a réussi des performances de très très haut niveau. Ah bah oui, c'est vrai que c'est souvent auprès du grand public, on ne sait pas très bien. C'était un peu d'ailleurs l'idée au départ de ce film, c'est pour ça qu'on l'a imaginé avec Pierre. C'était d'essayer de montrer la vie du groupe, mais pas seulement en expédition, parce qu'habituellement le groupe fait des films d'expé, donc on les suit pendant leur expé. Mais finalement, on ne mesure pas toujours très bien la valeur sur un plan d'engagement, sur le plan technique, la variété des objectifs aussi, la variété des pratiques. Aujourd'hui, le palmarès du GMHM, il se déploie dans toutes les techniques de l'alpinisme, y compris dans celles d'avant-garde. On vient de le voir avec notamment le paralpinisme. Mais que ce soit en voie d'escalade de haute difficulté, en voie glaciaire, en Himalaya, cette année, rien que cette année, si on regarde, il y a eu la réussite en Patagonie, magnifique de Max et Léo, avec Pierre Labre, et puis il y a eu le Changabang avant, c'est aussi quand même une ascension majeure. C'est-à-dire que aujourd'hui, on fait finalement habitué à voir réussir des ascensions d'envergure. Et une année de réalisation du GMHM, c'est une bonne carrière d'alpiniste de bon niveau qui aurait fait une vingtaine d'années. Voilà, donc il y a vraiment, ça il ne faut pas l'oublier, c'est qu'aujourd'hui le GMHM s'est hissé, et il y a au niveau international, c'est ce que dit un peu le général Givre, il y a quand même une très très grande reconnaissance internationale du groupe, et voilà, c'est une chance. Puis en plus ils sont sympas, puis ils sont beaux, ils sont pas mal. Par exemple, dans le film, on dit que la traversée de Darwin a marqué la vie du groupe. Je peux vous dire que ça a marqué bien au-delà. Ça a été, je me souviens à l'époque, ça a été annoncé par la presse spécialisée américaine dans la foulée, et ils étaient babas de voir que des militaires français avaient réussi là où tout le monde avait échoué, parce qu'il y a eu quand même pas mal de tentatives. Et puis je voudrais citer quand même, parce que c'est officiel, ça a été connu, c'est une récompense internationale de très haut niveau. Le groupe militaire de Haute-Montagne est quand même titulaire d'un piolet d'or pour une voie magnifique qu'ils ont ouverte sur le Camet, je crois l'année d'après de Darwin. Et ils accumulent les performances à une cadence assez incroyable. Récemment, on peut citer donc le Changabang dont tu as parlé, et puis des performances tout à fait extraordinaires ici dans le massif du Mont Blanc, en particulier sur la façade des Grandes Jorasses, où ils ont réussi des performances d'escalade assez fabuleuses. Oui, alors je vais vous liser la parole, mais si vous avez envie de voir, justement, il y a eu trois très bons films là, qui sont sortis, je crois qu'ils sont disponibles sur le... Enfin, ils ne sont pas encore, mais bientôt l'être, qui ont été faits par Jean-Pierre, qui est par là, ouais. Sur les ascensions en Patagonie, une bel enchaînement à ski d'Antoine Letton, et puis avant c'est l'ascension du Changabang avec des super interviews des alpinistes anglais qui avaient fait la première, et c'est vraiment un des très beaux documents. Alors, comment ça s'est passé votre collaboration? Comment c'est parti cette histoire de film? C'est parti du fait que je voulais essayer de faire connaître un petit peu mieux le groupe au grand public, parce qu'effectivement,
Certes, à travers Montagne Magazine, et quand les gens lisent, ils savent un peu qui on est, mais en fait, on ne connaît qu'une facette, c'est la partie du rayonnement, j'ai envie de dire, ou des expéditions. Toute la partie après de formation des commandos ou d'expérimentation policière de santé, c'est des choses que les gens connaissent moins. Nous, c'est notre quotidien, mais on voulait partager ça en fait. Que le groupe, c'était pas qu'une patrouille de France de l'alpinisme, c'est un petit peu plus. Voilà, de par ses missions de transmission et aussi d'expérimentation. Et le deuxième objectif, c'était que ce soit un regard extérieur, même si Christophe nous connaissait à travers le livre, que ce soit un regard extérieur qui vienne apporter un éclairage sur le groupe. Parce que nous, on est un peu stockholmisé, on a du mal à parler de nous, on n'aime pas trop ça. Du coup, je trouvais ça plus facile que ce soit quelqu'un d'extérieur qui vienne faire ça, et c'est pour ça que j'ai choisi Christophe, parce que j'aime bien sa sensibilité, en tout cas, son approche qu'il avait du projet. Merci. Mais c'était, bon d'abord, j'étais très flatté que Pierre nous propose ce projet, et c'est vrai qu'on s'était très bien entendu, déjà il y a longtemps, à l'époque à Grenoble, je grimpais de temps en temps des consoles de Choudin, enfin je grimpais, je l'assurais, mais c'est vrai qu'il y avait des liens, que moi j'ai une admiration depuis très longtemps. Je crois que le film de 1981, là, dont on a vu un extrait à l'Everest, était sorti à l'époque au Carnet de l'Aventure en 81, j'avais 15 ans, j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça fantastique. Donc ouais, moi j'ai un attachement fort avec le groupe, j'ai bossé un peu avec Marmier à l'époque des Piolets d'Or qu'on faisait avec Montagne Magazine, j'aimais bien, c'était un personnage génial, et je suis pas sûr que j'aurais vraiment aimé être l'un de ces soldats lancés dans la face nord des Druides en hiver, mais c'était un gars génial. Et donc quand il y a eu cette idée, je me souviens, c'était Jean-Yves Vigonin qui était venu nous voir chez Guérin en disant bah là, Mission Alpiniste, c'était le premier film qui avait été fait avec Michel Guérin à l'époque, avait plus de 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses au groupe depuis, est-ce qu'on ne pourrait pas refaire un volume qui raconte la partie, l'histoire moderne du groupe? Je dis bien sûr, c'est fantastique, c'est une très bonne idée, et tout de suite on s'est dit qui pourrait l'écrire, et il n'y en a qu'un seul qui pouvait écrire un tel livre, c'est Claude Gardien, et qui d'une part fait partie, enfin elle était dans les... Non, t'as fait partie du groupe, toi? Non, pas vraiment. Non, en fait, quand j'ai fait mon service militaire, j'étais à Briançon, donc sous les ordres de Jean-Claude. Et on a eu la chance, à la SEM de l'époque, d'être un groupe d'alpinistes déjà bien débrouillé. Donc on a accumulé pas mal de courses, on a cité des écrins. Et à la fin de l'été, Jean-Claude nous a dit à quelques-uns, il y a quelque chose qui se monte à Chamonix, si vous voulez venir grimper, vous êtes les bienvenus. Donc j'ai suivi le stage de sélection du premier GMH. Mais moi j'avais fini après. Le fameux rendez-vous dans le bassin d'Argentière. Voilà, le fameux rendez-vous du bassin d'Argentière. Voilà, donc il y avait, et puis c'est vraiment l'écriture du livre s'était très bien passée. Entre-temps, Jean-Yves partait, Pierre prenait la suite. Donc moi et puis j'avais l'idée de rentrer un peu dans l'intimité du groupe, me plaisait beaucoup, parce que comme beaucoup de gens, finalement je me disais, bon, impressionné par les performances, mais il y a un côté un peu mystérieux, c'est le groupe. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette muraille-là du groupe, derrière cette appellation? Qui sont ces gars? Pourquoi ils viennent là? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qui les marque? Les limites aussi, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a l'impression que peut-être aussi c'est parce que c'est sous couvert de l'armée, qu'il y a une espèce d'engagement inconditionnel tout le temps, que c'est les alpinistes presque convulsifs qui aiment tellement se jeter dans les faces nord que hop, dès qu'il y a l'occasion ils font. Non, ils se posent des questions et ils disent d'ailleurs le passage d'un alpiniste au groupe militaire de haute montagne, c'est pas la performance, il y a des moments un peu plus calmes, il y a des moments aussi où eux-mêmes choisissent de se mettre un peu en retrait pour laisser d'autres passer devant, mais pour faire autre chose et apporter leur expérience. Donc c'est vraiment c'est un petit groupe, hein, ils sont 10, c'est pas 11 normalement, mais actuellement 10, mais c'est un petit groupe et dans lequel il y a énormément d'émulation et il y a une énorme complémentarité. C'est qu'il n'y en a pas deux qui sont pareils, il n'y en a pas deux qui sont forts sur les mêmes choses, et tout le monde a beaucoup de respect, c'est ce que disait Max, c'est-à-dire que tout le monde respecte beaucoup le niveau, la différence de chacun, il n'y a pas de rivalité, il y a beaucoup d'humour entre eux et ils se parlent énormément. Ça c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément, mais ils se parlent beaucoup avec beaucoup de franchise. Et il y a du coup une espèce de cohésion, une cohérence entre eux et une complémentarité qui fait que c'est une petite machine, mais qui fonctionne très très bien. Voilà, ça me plaisait de montrer ça. Alors,
Je suis très frustré parce que vous voyez, bon, chacun intervient 1 minute, 1 minute 30, on a au moins 20 minutes, une demi-heure, 1 heure d'interview pour chacun, donc on pourrait encore dire beaucoup plus de choses, rentrer beaucoup plus en profondeur. Mais c'est la fonction d'un livre que de rentrer dans le détail, de raconter les choses en profondeur. C'est le travail qu'a fait Claude, très très bien. La fonction d'un film, bon, c'est un peu plus léger, un peu plus superficiel. Alors, il y a une question qu'on se pose toujours quand on parle du GMHM, qu'on imagine des cordées d'alpinistes. Les alpinistes, c'est des féroces individualistes, des fortes personnalités, et puis une fois qu'ils sont sur le terrain, on leur dicte rien, ils font leurs affaires eux-mêmes. Alors, comment ça se passe au GMHM, qui est donc un groupe militaire de haute montagne, donc avec un cadre hiérarchique, l'armée, il y a des grades, des ordres. Tout à fait. Alors pour ça, Claude, je pense que je vais inviter quelques alpinistes du groupe à venir me rejoindre, parce qu'eux vont pouvoir exprimer leur point de vue. Donc Max, Arnaud, Max, Léo. Ah non, c'est Arnaud. Antoine. Je m'assois un peu, je suis fatigué, mais bon. Oui, donc de fait, on peut se dire, montagne et militaire, est-ce que c'est antinomique ou pas? Pas forcément, j'ai pas envie de dire non, même pas du tout. Après, ce qui a changé en tout cas entre le début du groupe, donc l'époque Marmier et je pense l'époque actuelle, c'est le positionnement du chef. Je ne suis pas Jean-Claude Marmier, je n'ai pas ces compétences montagne, etc. qu'il pouvait avoir à l'époque. Marmier, je pense, se plaçait en tant que leader charismatique un petit peu du groupe, et le groupe allait dans son sillage. Moi, c'est pas la position en tout cas, que j'occupe actuellement. Pourquoi? Parce que mon moteur, le cœur du groupe, ce sont les alpinistes. Si vous voulez, moi, je suis un peu, on pourrait dire, je suis un peu le chef d'orchestre, mais en aucun cas, c'est à cause de moi, ou grâce à moi au choix, que les gens vont s'engager. Leur carburant, ça va être leur motivation intrinsèque, leur automotivation. C'est ça qui va les pousser à faire de belles réalisations, des réalisations engagées. Et je termine après, je leur laisse un peu la parole, parce que je ne vais pas la monopoliser. Et j'ai envie de dire, c'est là où la différence va se faire par rapport aux opérations militaires classiques. L'opération militaire, la mission, elle peut être entre guillemets sacrée ou obligatoire, donc effectivement, bon, motivé ou non, on fera comme y aller, même si on sera plus efficace en l'étant. Là, au groupe, ce qu'on fait, c'est considéré comme de l'entraînement. Donc rien ne vaut la vie d'un homme, de fait. Un sommet ne vaut pas la vie d'un homme. Donc si les alpinistes qui vont s'engager, quand ils partent, je prends l'exemple du Changaban, où beaucoup je suis resté au camp de base, quand ils sont partis, donc Léo, Sébastien et Sébastien, quand ils sont partis dans la face, je les savais extrêmement motivés. J'imagine soucieux, peut-être anxieux, avec des doutes, plein de doutes, c'est sûr, mais en tout cas vraiment motivés, et moi ça m'aide à leur donner ma confiance et à lâcher un peu prise, même en étant quand même le chef, et entre guillemets, si il y a un problème, on rendra des comptes. Mais avant tout, l'essentiel, c'est la motivation pour les s'engager, c'est vraiment la clé, et c'est ce sur quoi on travaille au groupe. Et c'est en ça où c'est différent, c'est pas le chef qui fait tout, loin de là, au contraire. Il contribue, il apporte sa petite pierre à l'édifice, mais avant tout, le moteur, c'est les alpinistes, c'est pour ça que c'est eux qui vont prendre la parole. Ok, ouais, bah, ouais, c'est vrai que pour cette histoire d'engagement, moi je suis complètement d'accord que ça résulte d'abord d'un accord en fait. Il faut s'accorder sur ce qu'on est capable de faire. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est important effectivement de pas se mentir, parce que c'est ce qui permet aussi de se rassurer, de savoir qu'on peut compter sur les autres. On les connaît, on connaît leurs capacités techniques, on connaît leur résistance mentale, etc. Eux nous connaissent aussi. Et je pense que ça part de là. Enfin, c'est le constat qu'on avait fait, surtout avec Didier. On avait fait une expédition en 2016 au Pérou. Et pour le coup, on est quand même deux personnes très différentes. On a 10 ans d'écart, on a des façons de voir la vie qui sont différentes. On n'a pas du tout le même regard, mais par contre, on se retrouve sur l'engagement commun. Et en l'occurrence, c'est ce qui nous avait permis de faire une expédition réussie dans le sens où on s'était fait plaisir et on avait réussi à aller au bout de nous-mêmes et de notre projet. Donc, je pense que pour ça, pour l'engagement, c'est ce qu'on peut retrouver en fait, surtout au groupe. Le fait de bien se connaître, c'est ce qui nous permet d'être en accord sur l'engagement qu'on va prendre en montagne et donc pouvoir le faire en sécurité aussi. Quand on avait répété, je devais pas répondre à cette question. Je sais pas trop quoi dire, mais ça a bien répondu.
Non, le groupe, avant tout, et pour rebondir sur ce que disait Pierre, c'est quand même un catalyseur de motivation. En fait, au début, on a la motivation, on n'est pas au groupe, on a des envies, mais on n'a pas forcément tous les moyens possibles, on n'a pas les compagnons de cordée qui ont la motivation, on a même le niveau. Enfin, je parle peut-être trop dans le micro, non? C'est bon. Et du coup, l'avantage, oui, c'est ce qu'on retrouve au groupe, et le gros avantage du groupe, c'est que ça nous permet de vraiment se réaliser, et à travers la réalisation de nos envies, il y a un transfert qui se fait vers l'armée, parce que du coup, la créativité qu'on nous permet de déployer, c'est quelque chose qui va servir après à générer des nouvelles idées, générer des nouveaux savoir-faire, de nouvelles techniques, et tout ce qu'on développe au groupe sous le grand chapeau de l'expérimentation. Donc voilà, le groupe, c'est quand même un formidable outil pour la brigade, pour nous, pour les gens qui ont envie de se réaliser en montagne. C'est ce que je pense. Alors vous avez une mission de transmission, donc vous avez eu au boulot avec les commandos de montagne, donc d'un groupe d'alpinistes qui va faire le tour de la Terre pour faire de très belles ascensions à une unité d'hommes destinés qui passent leur temps en opération. Comment ça se passe cette transmission? Comment se fait le contact? Vous venez quand même d'univers différents. On vient d'univers différents, mais je pense qu'on a déjà la passion de la montagne en commun. Et quand on travaille avec eux, c'est vachement intéressant parce qu'on peut travailler sur les peurs. Les peurs que nous, on va avoir comme alpinistes dans une paroi, c'est celles qu'ils vont avoir au combat. Ils le disent très bien dans le film, en fait, ils se sont rendus compte que c'est les mêmes peurs. Et en fait, c'est pas du tout qu'on n'a pas peur, ni eux ni nous, c'est qu'on arrive à trouver des moyens de les gérer, ces peurs. Par exemple, en 2017, ou dans 2018, quand moi j'ai fait l'expédition traversée du Groenland avec les commandos, on est resté coincé dans la tempête pendant 72 heures et on est sorti une fois 2 heures pour réparer la tente et une fois 1 heure pour constater les dégâts. Et les gars sur place, qui ont déjà fait pas mal d'opérations extérieures, m'ont dit que c'est la fois où ils ont le plus peur de leur vie parce qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre. Et c'est hyper intéressant justement d'échanger des expériences sur comment gérer ces peurs dans des situations un peu extrêmes. Le point que je voudrais ajouter, c'est que pour le côté montagne, que ce soit pour les stages qui sont faits à l'école militaire de haute montagne, ou chez nous, on va se dire la montagne c'est bien beau, mais ça sert à quoi pour aller en Afrique? Il n'y a pas grand chose, même si effectivement dans le nord du Mali c'est quand même montagneux. J'ai envie de dire qu'au-delà de l'apport technique pur, même de ce qu'on apprend, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est le savoir-être. Pourquoi? Parce que, à mon sens, la montagne, c'est le seul lieu d'entraînement à l'heure actuelle qui est non aseptisé, où on ne triche pas, même à l'entraînement. Et au final, pour préparer la guerre, si on ne peut pas s'entraîner à faire la guerre tant qu'on n'y a pas été. C'est ce que j'ai pu constater dans le passé, dans mon expérience. Et au final, la montagne, c'est une belle antichambre pour le soldat, pour le combattant, pour le chef. Pourquoi? Parce que, comme on l'a expliqué, il va faire face à ses peurs, et surtout, il ne peut pas tricher. Également pour le chef, il ne peut pas jouer un rôle. Au moment où le masque tombe, et le masque tombe d'identité subordonnée. Et ça, pour se connaître soi-même, c'est extrêmement enrichissant. En tout cas, moi, ça m'a nourri dans mon cursus de militaire, dans mon cursus de chef. Et je pense que la montagne fait grandir n'importe quelle personne, parce qu'on apprend à se connaître, et on se confronte à soi-même et aux autres, et avec de l'humilité. Et ça que je trouve beau et intéressant dans l'apport de la montagne dans le milieu militaire, au-delà du côté technique pur, qui n'est pas forcément utilisé à l'heure actuelle. Et c'est vraiment le savoir-être. Une question qui me vient comme ça, est-ce que vous apprenez quelque chose à leur contact? C'est vrai que pour tout ce qui est transmission de compétences, on est toujours un peu dans un petit stress quand même de pouvoir les amener dans l'engagement, tout en étant en sécurité, c'est-à-dire qu'on le voit en actif. Par exemple, il y a un stagiaire qui est sur un Python, sur un frêle, ça bouge, ça n'a pas l'air hyper solide. C'est pour ça qu'on a une plus-value en fait, hein. C'est pour ça qu'on va les aider, c'est parce qu'ils vont se mettre dans des situations comme ça. Après, il faut juste laisser, et je trouve ça qui est un peu difficile à gérer des fois, c'est justement juste la brique qu'il faut, juste le mou qu'il faut pour qu'ils puissent quand même vivre des choses prenantes tout en étant en sécurité, parce que voilà, on est responsable d'eux quand même. Et particulièrement, ce qu'on apprend auprès d'eux, et c'est assez intéressant de le constater, c'est que
c'est vrai qu'on fait des stages de formation pour les guides ou les moniteurs d'escalade. On a l'habitude d'avoir une partie du stage qui est avec des publics particuliers. Et là, c'est presque qu'on pourrait considérer les militaires comme étant des publics particuliers parce qu'on se retrouve avec des personnes qui ont énormément de mal à exprimer leur peur. Et parce qu'en fait, on les forme à ça, on les forme à essayer de ne pas avoir peur, on les forme à être très rudes. Et du coup, en fait, nous, c'est clairement difficile pour nous, en tant que guide, parce qu'ils ne vont pas dire quand ils gèlent, ils ne vont pas dire quand ils ont soif, ils ne vont pas dire quand ils ont froid. Donc nous, ça nous apprend aussi de encore plus affiner notre pédagogie. Et on apprend, c'est une anecdote ça, mais on apprend énormément en fait à leur contact. Vous avez un rôle d'expérimentation, d'exploration. Vous avez utilisé des kites pour voyager au Groenland, on vous a vu en base jump. Qu'est-ce que c'est comment est-ce que vous travaillez pour penser à transmettre ces savoirs, ces techniques à l'armée? Bonne question pour le chef. Il aurait pu répondre. Non, de fait, l'avantage que l'on a, c'est qu'on a une liberté de ton et d'action au sein du GMHL qui est un peu particulière dans le monde de l'armée de terre. On a un peu une espèce d'ovni, et je pense que notre force, il y a une double force, c'est que de par le recrutement qui est très varié, quand on voit Max ou Antoine, ce sont de jeunes gens recherchés dans le civil pour leur potentiel montagne, des gens comme Arnaud, qui a dû en chef maintenant, est un vrai militaire, entre guillemets, formé comme sous-officier, a été dans les corps de troupes. Et en fait, du coup, en termes de façon de penser, ça permet de varier façon de penser. On n'est pas tous formatés par le moule militaire, par notre diversité de recrutement, et ça apporte une richesse et une ouverture. La force du groupe, c'est pas tant que le groupe sait mieux que les autres, etc. C'est qu'on va être un collecteur d'informations, au final, pour le milieu militaire. À nous de convertir, d'aller chercher ces nouvelles techniques. Des gens dans le civil savent mieux faire que nous, pardon. Mais nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à les capter et être un réservoir de savoir-faire. C'est ça notre mission première, au final. C'est être le réservoir de savoir-faire montagne, tout ce qui touche de près ou de loin, pour l'armée de terre, et ensuite de le convertir. Et donc, pour la partie exploration, effectivement, il ne faut pas se dire que de toute façon ça ne sert à rien. Effectivement, le PDGE, peut-être ça ne servira jamais à rien dans les armées, c'est fort possible, mais peut-être pas. Mais toute innovation, si on dit d'emblée que ça ne sert à rien, de toute façon on n'invente rien, donc globalement on n'apporte rien, on n'avance pas. Le côté sportif nous intéresse, et comme ça a été dit là dans le film, peut-être qu'un jour toute ou partie de la technique servira dans les forces armées. Mais le tout, c'est déjà qu'on fasse savoir que ça puisse se faire. Parce que peut-être des gens qui suivent dans la salle, ou même le général Givre ce matin a regardé, il a vu que les gens sortaient des buildings ou des bâtiments en zone urbaine. Oui, effectivement, il y en a plein qui font. Sauf que dans l'armée, c'est pas forcément connu. Et qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça apporte pas, nous, c'est un peu notre rôle, un rôle peut-être chercheuse, si vous voulez, de regarder un peu ce qui se fait. Voilà, un petit peu dans l'ordre d'idée. Et après, il y a le côté alpinistique ou réalisation d'enchaînement d'alpinisme et de saut, par exemple, ou de traverser avec les kites. Il y a Jourdain a traversé le Groenland du sud au nord en moins de 20 jours, avec Jean Burguin, ça fait 2250 km en parfaite autonomie. Donc ça a quand même des performances intéressantes. Des endroits où le ravitaillement en carburant est compliqué. Voilà, c'est un fait. Peut-être que ça ne servira jamais dans les armées. Peut-être que oui. Voilà. Nous, on est là pour montrer, apporter des choses, essayer de penser différemment. C'est ça notre rôle. Est-ce qu'il y a des exemples concrets d'activités qui sont passées, de techniques que vous avez explorées, qui sont passées vers les unités opérationnelles? Alors, quelques-unes qui sont plus ou moins discutables après derrière. Pour le parapente, ça a débuté au sein du groupe. Après, ça a été transmis dans les forces armées. On pense ce que l'on veut après du côté opérationnel derrière. N'empêche qu'une chaîne opérationnelle a été décrite. C'est des formations qui sont faites dans ce sens-là. J'ai envie de dire notre rapport majeur plutôt à l'heure actuelle, ce sera autour de la formation des commandos Groenland, puisque derrière ça, il y a tout un support d'expérimentation matérielle et physiologique. Et au final, notre spécificité permet d'agréger les différents acteurs autour de la table et de faire parler les gens. Un gros problème, un des gros soucis que l'on a, c'est un peu les tuyaux d'orgue. Chacun travaille dans son coin, et c'est d'arriver à mettre en commun. L'une des forces qu'on arrive à faire avec l'école militaire de haute montagne et la brigade, c'est d'arriver à agréger les gens et à casser un peu ces barrières pour faire parler et pour faire comprendre des problématiques et amener des concepts en fait. Parce que les gens en état-major centraux à Paris, ils ne savent pas comment ça se passe sur le terrain. L'ergonomie, ils ne la connaissent pas.
Ça, c'est à nous de l'apporter. Ça paraît basique. Mais typiquement, on va développer une ration alimentaire adaptée au froid qui pourrait être mise en place pour les forces, développer le matériel technique. C'est quoi la base? C'est apporter un cahier des charges qui soit précis. Voilà. Alors on a compris que vous étiez multitâche, multispécialiste, hein, vous vous exprimez dans pas mal de spécialités de la montagne et du sport adjacent, on va dire. Donc il y a une diversité de profils chez vous qui est assez impressionnante. On peut parler un petit peu des différents profils? Ah oui, alors je vais prendre, il y a plusieurs gammes dans les trois. On a un ingénieur, un mécanicien de base, qui a évolué entre bureau des sports, etc. Donc on a vraiment des profils variés. Je vais prendre l'exemple d'Antoine, par exemple, dans ton parcours. Et ouais, c'est vrai que moi j'aurais peut-être pas eu l'idée de m'engager à l'armée s'il n'y avait pas le GMHM, pour être tout à fait honnête. Et comme je l'explique un peu dans le film, on apprend vraiment, on réalise carrément un métier vraiment complet. Et c'est assez intéressant même entre nous, les profils comme Arnaud, qui est un vrai militaire, Pierre qui est un chef militaire, et Max et moi qui sommes des jeunes issus des équipes d'alpinistes de haut niveau, de fonctionner ensemble, d'arriver à être complémentaires et de faire un beau groupe qui peut arriver à faire des belles choses en montagne. Essayer de faire de nos différences une force, quoi. Ce qu'il expliquait avec l'expé avec Didier Opéron. Alors au groupe, on fait un passage de quelques années, et c'est ton cas. Tu vas pas tarder à quitter le groupe. Quelle était ta motivation au départ quand tu es arrivé, quand tu t'es présenté? Et qu'est-ce que tu retiens de ces années? Et dans quel état d'esprit tu quittes le groupe et pour faire quoi? Et ouais, c'est vrai que moi je suis rentré en 2012 au groupe. J'ai compté tout à l'heure, j'ai fait 12 expés avec le groupe en service. J'en avais déjà fait 6 avant de rentrer. Donc je commence à être un peu usé. Je suis rentré vraiment pour faire de l'alpinisme à bloc, à bloc, à bloc. Et puis la vie fait ce qu'elle fait. J'ai eu une petite fille il n'y a pas longtemps. J'ai envie de plus passer du temps en famille, moins partir loin longtemps. Et je reste dans la boutique parce que je vais rejoindre le MHM, faire instructeur militaire. Et finalement, pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas eu l'idée de rentrer dans l'armée, je trouve que c'est assez chouette. Je vais pouvoir en fait peut-être transmettre ce qu'on m'a apporté au groupe, quoi. Voilà, donc je suis assez content. Bravo. Vous avez peut-être des questions pour ces messieurs? Voilà, pour nous, pour les autres membres du groupe qui se cachent, qui sont sur le côté, vous les verrez après. Il y a Sébastien Moiti, il y a Léo Billon qui est là présent. Donc n'hésitez pas à lever la main et à prendre le micro pour poser des questions, hein, on ne peut pas vous manger. Bon, tout d'abord, merci pour cette présentation de cette soirée. Une question assez simple, est-ce qu'il existe des homologues au GMHM dans des forces armées étrangères? Alors oui, il y a un groupe militaire de haute montagne en Italie, en Espagne, après il n'y a pas du tout la même structure que la nôtre. À savoir, c'est plutôt un rassemblement d'individus qui font uniquement de la performance ou comme une équipe de haut niveau globalement, mais qui n'a pas la structure que l'on a, ni l'ancienneté que l'on a. Sinon, il n'y a pas trop d'équivalent dans les autres pays. En tout cas, pas de connaissance. Oui, bonsoir, Philippe, guide et pianiste. J'admire ce que vous faites, bravo. J'ai une question simple, est-ce qu'un jour il y aura peut-être des femmes dans votre groupe? Allez, je commence. Il y en a déjà eu une, déjà Marie-Antoine Vin. Oui, potentiellement. Donc actuellement, on a un recrutement qui est en cours pour remplacer Antoine qui va quitter en mai prochain. Le recrutement est ouvert aux hommes et aux femmes, évidemment. Le plus dur est de faire casser les barrières. Et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs. Parce qu'en fait, les gens, même s'ils sont très forts, ils disent non, j'ai pas le niveau de rentrer au groupe. Alors c'est absolument pas vrai. Donc ils n'osent pas pousser la porte en fait. Donc il faut essayer d'aller les chercher. Donc pour les hommes, c'est déjà le cas. Pour les femmes, c'est encore pire, j'ai envie de dire dans l'absolu, peut-être parce qu'elles ont peur ou pas. Mais non, bien sûr, la porte est grande ouverte. Après, de fait, en termes de vivier, il est un peu plus restreint actuellement pour les femmes que pour les hommes. Mais
c'est en train d'évoluer. Donc non, c'est pas fermé. Bonsoir. Comment s'opère le recrutement et comment s'opère après la durée et la cessation en fin de compte d'activité. Donc le recrutement d'abord. Alors le recrutement, c'est variable suivant que la personne soit issue du milieu militaire, qu'elle soit déjà militaire ou vienne du monde civil. Globalement, la base, c'est déjà les volontaires. On va mettre personne de force, muter personne de force, on va dire, au sein du groupe. Après, ce sur quoi on fait plus attention, c'est autour du savoir-être de la personne au final. C'est toujours difficile à jauger, c'est un chèque en blanc. Hein. On estime que, je vais passer la parole par exemple à Max, pour donner un peu le ressenti par rapport aux entretiens qu'on peut faire et comment ça se déroule. Je termine après juste pour la partie de contrat. Les gens sont contractuels, comme dans le cas de Max ou d'Antoine, donc 2, 3, 4, 5, 10. Bon, plus c'est assez rare. Généralement, ça passe sur un tel, on fait 11 ans. Après, pour les autres, on est soit de carrière, ça dépend de notre cursus. Et voilà, pour le recrutement, je vais laisser Max comme reçu. Effectivement, ça reste un pari en fait. Hein. Quand on voit ces jeunes qui arrivent, ils sont motivés. On le voit par exemple dans les équipes jeunes de haut niveau de la FFME, par exemple du CAF. En l'occurrence, le GMHM encadre une partie de ces équipes, l'équipe masculine de la FFME. Et on le voit que dans ces équipes, donc il y a 7-8 individus qui vont grimper pendant 2 ans, être à fond. Et puis au final, 5 ans après, il y a plus de 10% de l'effectif qui continue à faire des expéditions. Alors que pendant ces 2 ans, tout le monde est à fond. Tout le monde est à bloc, les expés, tout le monde veut y être. Les stages, ils ont les crocs, ils sont vraiment motivés. Et donc c'est vrai que c'est un pari parce qu'on peut voir des gens qui, à 22 ans, vont être très motivés. Et puis, voilà, comme dit Antoine, la vie fait son œuvre. Et puis 3-4 ans après, ils n'ont plus du tout envie. Donc ça reste un pari. Nous, on se focalise beaucoup sur leur liste de courses, leur niveau technique. On leur pose aussi des questions sur leur motivation purement d'alpiniste, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, quels sont leurs plus, etc. Mais à long terme, la motivation, elle est variable. Et puis, comme le disait Pierre, c'est impossible de la forcer. La motivation, elle doit venir de la personne. Donc, s'il y a plus d'envie, s'il y a plus d'aller dans la montagne et de prendre des risques aussi, quoi, et oui, je pense que c'est le moment de quitter le groupe. Quoi. Question ? J'ai une question tout à fait anecdotique. Quelle est la hauteur du saut en base jump qu'on voit dans le film, là, depuis l'immeuble? Alors depuis, ah oui, l'image de l'immeuble, oui, on a bien militaire d'ailleurs. Il y a 45 mètres, 50 mètres. Voilà, c'est la limite basse qu'on s'est fixée. On pourrait sauter encore un peu plus bas, mais voilà, après, quand c'est plus bas, on peut utiliser notre corde pour faire un rappel. Donc voilà, on a décidé que 50 mètres, c'était raisonnable. Alors, on a vu des belles images d'un saut au Grand Capucin. C'était il y a pas loin, un peu plus d'un an, parce que c'était pour l'anniversaire de Pierre. Et donc, oui, c'était. Célébration. Ouais, c'est ça. On essaie de trouver un truc sympa à offrir. Et on était monté par la voie des Suisses avec notre matériel sur le dos. Et puis voilà, on s'est rendu au sommet et puis on a sauté. C'est un saut qui est assez abordable en fait dans le massif. Et puis voilà, c'est un saut qu'on peut Le faire. départ est plus raide que celui que vous faites du côté de la pointe percée, là. Hein. Et oui, mais il y a quand même une dalle au début où pareil, il faut pas s'endormir, il faut pousser sur les jambes. Mais après, c'est vrai qu'après c'est tranquille, après c'est bien raide. Et de façon complètement anecdotique, mais c'est pour créer un lien avec l'histoire, le premier vol en base jump depuis le sommet du Grand Capucin, il avait été fait par Jean-Marc Boivin après la première hivernale d'Osso-les-Millau, dans les années 80. Oui, mais ça m'a inspiré. Donc c'est une belle filiation quand même. Oui, c'est vrai. Jean-Marc Boivin, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire et qui guide un peu les motivations, qui génère des vocations même. Donc d'ailleurs, pour le final du guide, j'avais choisi de présenter la carrière de Jean-Marc Boivin d'ailleurs. Voilà, c'était le petit clin d'œil.